Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine. Vaïgash pour Torah Box. Le testament de Rav Steinman. L'Arabie Saoudite met la pression sur Mahmoud Abbas. La reconnaissance de Georges Clooney. Alors c'est tout le peuple juif aujourd'hui qui est orphelin avec le départ de Rav Steinman, le Gadol Hador, le maître de la génération, a fortiori depuis le départ de Rav Ovadia Yosef. Eh bien, il nous a quittés la veille de Hanouka, le 24 qui se lève. Alors Rav Steinman, en quelques mots, même si évidemment on ne se suffira pas de quelques mots pour résumer 104 ans de vie au service de la Torah, eh bien Rav Steinman venait de Brest-Litovsk, en Biélorussie. Il a étudié dans les yeshivas de Brisk quand il était jeune et il a réussi à échapper à la guerre mondiale. Il était en Suisse durant la guerre mondiale. Il s'est marié très tardivement, à 30 ans. Et derrière, bon, c'était un véritable génie de la Torah. Mais avant tout, c'était la représentation, l'incarnation de celui qui était retiré du monde. On sait que le Rav Steinman, il se fixait un régime alimentaire extrêmement strict. Il faisait extrêmement attention à ses yeux. D'accord ? Il faut comprendre que, d'après certains, il ne connaissait même pas le visage de ses belles-filles. Il ne les a jamais vues. On raconte que lors de son shidour, quand on lui a présenté sa femme, comme il avait peur potentiellement que ce ne soit pas la bonne, et donc de regarder une femme en vain, eh bien, il est venu avec les yeux bandés. Comprendre un petit peu quelle était la grandeur de Rav Steinman. Tous ceux qui l'ont connu peuvent témoigner de la simplicité de son existence. On sait qu'il a toujours étudié sur la même chaise, une chaise qu'il voulait plus haute que lui pour tomber en avant si jamais il s'endormait. Donc une vie de Torah. La seule chose qui l'intéressait, c'est comment développer la Torah, comment faire grandir la Torah. Il n'avait aucun préjugé. C'était quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Alors, par rapport à la paracha de la semaine, ce qu'on voudrait mettre en avant, puisqu'on est paracha de Vaïgash, on arrive au dénouement de l'histoire de Yosef et de ses frères. Yosef qui, après avoir manigancé pour que ses frères fassent tchouva sur sa propre vente, eh ben, il va se dévoiler à eux. Et au moment où il se dévoile à eux, il y a marqué Ani Yosef, Aod Avichai. Je suis Yosef, est-ce que mon père est encore en vie? Et là, Vélo Yachlou Lahanot Oto. Ils ne pouvaient pas répondre. Ils étaient tellement endoloris par le coup qu'ils venaient de prendre qu'ils ne pouvaient pas répondre. Oy le yom adin, oy le yom atochacha. Malheur au jour du jugement, malheur au jour de la réprimande. Eh bien, c'est un peu ce qu'on a pu ressentir chacun d'entre nous à la lecture du testament de Rav Steinman. À quel point, hein, si déjà on a honte des hommes, à quel point on doit avoir honte et craindre Hachem par le fait qu'on n'a pas atteint notre niveau maximal. Eh bien, Rav Steinman, dans son testament, il y avait une quinzaine de points. Le fait de ne pas dilapider de l'argent pour son cercueil, le fait d'être enterré très vite, d'accord ? Mais un point très particulier, à savoir qu'il ne veut absolument pas qu'on le qualifie de tzaddik. D'accord ? Il dit, parce que si vous commencez à m'appeler tzaddik, ça va me créer là-haut quand je vais être jugé, ça va être un témoignage accablant pour moi. On va dire, ah tu vois, tu te laisses appeler tzaddik, les gens ils font de toi un tzaddik, mais regarde qui tu es. Et Rav Steinman à son niveau, celui qui s'est complètement éloigné de la matière, les gens qui l'ont connu, qui l'ont vu, parlaient tous d'un ange, à tel point il était complètement désincarné déjà. Et bien Rav Steinman, il nous dit attention, n'utilisez pas mon nom, ne donnez pas mon nom à des enfants, mais surtout ne m'appelez pas tzaddik. Oy le yom adin, oy le yom atochacha. Combien chacun d'entre nous on peut apprendre de ce Rav? Peu importe notre obédience, peu importe. Mais le point c'est quoi? C'est que si des gens qui sont arrivés à ce niveau-là, et c'est pas de la fausse modestie, il dit attention, ne pas m'appeler tzaddik, ne pas m'appeler... Imaginez-vous, parce que ça va être repris contre moi là-haut. Imaginons à quel point chacun d'entre nous, on doit craindre les yom adin, les yom atochacha, et gratter, se battre, se bagarrer pour chaque minute, se réprimer chaque colère
contre sa femme, contre ses enfants, contre ses amis, contre un automobiliste, etc., etc. Tout ce qui fait que ça raccourcit notre vie et ça donne la main au mauvais penchant. Alors politique maintenant avec l'Arabie Saoudite et MBS. D'accord, on va entendre beaucoup parler, on a beaucoup parlé ces derniers temps de Sisi, le général Sisi. Et bien maintenant, mon nouveau chouchou, ça sera MBS, avant qu'il change évidemment, mais Mohammed Ben Slimane, le futur roi d'Arabie Saoudite, 32 ans, qui est en train de complètement réformer son pays. Il a autorisé cette semaine les cinémas, il avait déjà permis aux femmes de conduire, maintenant cette semaine il leur a permis de conduire des motos. C'est peut-être le Johnny Hallyday qui l'a boosté. Mais en tout cas, cette semaine, il a contraint Mahmoud Abbas à revenir de Paris. Alors, c'est une information toute fraîche, hein. Mais en tout cas, il a surtout emprisonné le directeur de l'Arab Bank. Alors l'Arab Bank, vous avez pu le voir là dans la petite photo, l'Arab Bank c'est une banque arabe, comme toutes ces banques, les banques mondiales, les banques, etc., des banques largement sponsorisées par les pays, et donc il a arrêté son directeur. Maintenant il faut savoir que l'Arab Bank, c'est vraiment la caisse de secours de l'autorité palestinienne. Ça veut dire que quand ils sont bloqués, quand ils n'ont pas de quoi payer, ils tirent des crédits sur l'Arab Bank. En gros, MBS à nouveau toujours dans finalement cette vision très arabe du monde, à savoir que je n'existe que parce que je montre que je suis sérieux, parce que je vais pas m'écraser devant les gens. Et c'est comme ça qu'il va affirmer son pouvoir politique. Et là, ce qu'il a dit, il a mis sous pression en disant écoute, le problème palestinien c'est plus un problème, d'accord, c'est un problème secondaire. Le vrai problème c'est l'Iran, c'est la Turquie, d'accord, c'est la remise en cause du sunnisme par les chiites, et c'est ça qui est cataclysmique pour lui. C'est ça le grand danger. Et c'est pour ça qu'il se rapproche d'Israël. Bon, évidemment, avec les États-Unis, c'est des liens économiques très forts depuis la création de l'Arabie Saoudite. Mais en tout cas, le fait est que il y a marqué dans la paracha, quand Yehuda va se battre, va voir Yosef, il lui dit mais nafsho, keshura ben nafsho, et mon âme, elle est liée à mon âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yehuda il explique pourquoi il se bat à ce point. Il dit mais dans chaque chose il y a un intérêt. Moi, Yehuda, je me suis compromis, je me suis investi pour Binyamin en disant à mon père que si je ne le ramenais pas, eh bien je serais fautif dans ce monde-ci et dans le monde futur. C'est pour ça que je me bats à ce point-là. Paro de la même manière. Paro, quand il voit Yosef arriver, il est content parce qu'il voit que finalement Yosef c'est pas un esclave. Yosef c'est un homme libre, un homme riche. Et ça, c'est important pour Paro. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Paro, il veut garder Yosef à côté de lui, d'accord? Et quand il veut garder Yosef à côté de lui, il leur offre Eretz Goshen. Il leur offre une terre extrêmement fertile, qui est quand même loin de lui, loin du pouvoir central, pour que Yosef, il n'ait pas l'idée de quitter le pays, mais en même temps, il passe pas trop sa vie à Goshen, d'accord? Il continue à piloter le pays. En fait, ce qu'il faut comprendre à chaque fois, ce qu'il faut arriver à interroger à chaque fois, c'est quelles sont les motivations des gens. Qu'est-ce qui pousse à faire ça? Et notamment en sciences politiques, notamment en géopolitique. Et bien là c'est tout tracé. Le point clé pour MBS, d'accord, c'est évidemment pas le rapprochement avec Israël. Le rapprochement avec Israël, c'est une logique de force, de rapport de force, parce qu'il n'y a que Israël et les États-Unis qui peuvent contrecarrer l'Iran et plus largement la Turquie. Même si le rapprochement turco-iranien, il est toujours, en ce moment il est fort, mais il évolue au gré du temps. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut toujours s'interroger. Quand il se passe quelque chose, quelles sont les motivations? Et a fortiori, quelles sont mes motivations dans la vie? Quand je fais quelque chose, pourquoi je le fais? Pourquoi ça me vexe? Pourquoi ça me parle? Etc. etc. C'est très très important. Venafsho keshura benafsho. Alors, dernier titre de ces news, et c'est pas franchement l'habitude de la maison, eh bien George Clooney, comme on dit, le célèbre acteur américain, dont une information extrêmement intéressante vient d'être dévoilée cette semaine dans un reportage qui a été fait sur lui par une chaîne américaine, qui a été repris dans le Figaro, repris sur France Info, etc. À savoir que George Clooney a organisé en septembre 2013, d'accord, donc il y a plus de 4 ans, il a organisé un grand dîner avec 14 de ses amis, de ses plus anciens amis, aux fortunes diverses, d'accord, il y en a un qui était riche et le reste qui était des gens modestes. Eh bien, il leur a mis sur chacun
il leur a mis pour chacun une valise à leur place dans laquelle il y avait 1 million de dollars, d'accord, par personne, en billets de 20 dollars. En leur disant, voilà, quand j'ai démarré ici à Los Angeles, j'étais rien. Pour la plupart, j'ai passé du temps chez vous, vous m'avez aidé, m'avez poussé, etc. La plupart, vous n'avez pas connu mon succès. Eh bien, je voulais vous remercier aujourd'hui. Et il a donné la somme de 14 millions de dollars à ses amis. Alors, il y en a un qui a refusé parce qu'il n'avait pas besoin, mais le reste ont accepté. Certains sont sortis des problèmes, etc., etc. Mais comprendre, c'est très beau. Un très beau message pour nous. À quel point on doit avoir de la karatatov. Si déjà Georges Clooney, il se rappelle des gens qui l'ont aidé il y a 15 ans, eh bien, nous, on doit développer ça chez nous. Alors, dans la paracha, c'est très joli aussi, puisque finalement, et c'est une très très belle leçon, on voit comment l'Égypte va s'appauvrir, donc comme Yosef le prévoyait dans son rêve, c'est-à-dire qu'après 7 ans d'abondance, eh bien, il y a eu 2 années de détresse, 2 années de sécheresse, et derrière, tout ce que les Égyptiens ont mis de côté, ça s'est gâté. Finalement, ils étaient obligés d'acheter chez Yosef. Une fois qu'ils n'avaient plus d'argent, Yosef leur a dit ben, vendez-nous vos bêtes. Une fois qu'ils n'avaient plus de bêtes, ben, vendez-nous vos terres. Et ils ont vendu leurs terres, on a la 12e année de sécheresse, et ils ont vendu aussi leur corps. D'accord? Et là, Yosef a créé une règle extrêmement forte, extrêmement intéressante. Il leur a dit regardez, on va faire comme ça. D'abord, très fort de la part de Yosef, il a interverti, il a fait bouger les gens. C'est-à-dire que les gens qui habitaient dans telle ville, ils les envoyaient dans telle ville, etc. Justement, pour pas que les Bnei Yaakov se retrouvent bientôt comme des étrangers, puisque finalement tout le monde serait étranger en Égypte. Et deuxième chose qu'il a faite, il a imposé une nouvelle taxe. Il leur a dit voilà, je vous donne des graines pour semer votre terre, parce que c'est impossible de maintenir un pays. Il faut absolument que les gens soient motivés à cultiver leur terre. On a déjà ici le remède au communisme. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'il leur a donné des graines. Il leur a dit voilà, c'est votre terre, enfin, c'est notre terre, c'est la terre de Pharaon. Mais vous êtes des harissim, comme on dit en hébreu. C'est-à-dire que vous êtes comme si vous aviez un bail sur la terre, d'accord? Et 20% de la récolte sera pour Pharaon et le reste sera pour vous. Donc vous êtes intéressé vous-même à récolter la terre. Et de l'autre côté, comme ça, vous allez garder une certaine décence, etc. Et là, les paysans ont remercié en disant tu nous fais vivre, en le bénissant, etc. Qu'on soit toujours les serviteurs de Pharaon. Et on voit à quel point finalement cette reconnaissance, c'est très beau, cet akaratatov, cette reconnaissance, de la même manière que Georges Clooney, des années après, il reconnaît, de la même manière que les paysans là, ils sentent que Yosef, il va loin. Ça veut dire que même s'il leur a pris leur terre, en leur donnant 80% des récoltes, il les fait exister, il les fait vivre. Et c'est ça que nous, on doit considérer, c'est-à-dire de voir dans chaque chose qui nous fait du bien, parce que personne ne nous doit rien. C'est ça qu'il faut se dire. Si un homme vit avec cette idée que personne ne lui doit rien, alors il va voir chaque chose comme quelque chose de positif. Un bonjour, mais un merci. Maintenant, si la personne, elle se sent toujours en dette, ça veut dire que les gens, elle pense que les gens lui doivent quelque chose, qu'Hachem lui doit quelque chose. Alors, les gens vont se rebeller contre Hachem, vont se rebeller contre les gens. Et ils vont avoir une vie extrêmement complexe. En tout cas, voilà les quelques enseignements qu'on pouvait, en tout cas que j'ai essayé de mettre en avant cette semaine. On souhaite de très bonnes news à tous et à très bientôt.